Mais voilà, mais alors ça pose des questions sur le lien, quel type de lien, quels échanges, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on mutualise, dans quelle temporalité, c'est tous des termes que j'ai juste notés de ce qui a été dit, hein, bien sûr. Quel engagement, comment on fait ensemble, quelle citoyenneté, on a parlé de vocation, quelle valorisation, voilà. On ne sait pas évaluer, bon, il y a... et puis cette question que je crois vraiment que la richesse, elle est toujours au-delà en fait de ce qui est échangé, de ce qui est gagné ou perdu, puisqu'elle est dans la relation, mais que la relation, elle peut être positive ou négative, aliénante ou émancipatrice. Après, vous voyez, je sais pas de... Sur le besoin, ce que j'ai entendu, c'est qu'effectivement c'est un terme compliqué, le mot besoin, parce que voilà, on pense à la pyramide de Maslow, voilà, les hiérarchies des besoins. En même temps, elle est énormément critiquée en sociologie, parce que voilà, c'est un outil de management, mais Maslow lui-même ne considérait pas sa hiérarchie des besoins comme quelque chose de figé, comme quelque chose de définitif. Ça pouvait être inversé, voilà, c'est daté, c'est daté dans le temps, dans le lieu. Mais néanmoins, on reste un peu coincé sur comment donner une bonne définition du besoin, qu'est-ce qu'on fait des désirs, voilà. Il y a évidemment des besoins individuels, collectifs, conscients ou non. Il y a une question sur est-ce qu'on a forcément conscience de ces besoins. Alors là, ça part des questionnements presque épistémologiques ou existentiels, quoi. Voilà. Le mot territoire, voilà, le mot territoire, il y a le territoire objectif avec ses frontières, il y a le territoire subjectif, voilà, c'est-à-dire politique, comment on le vit. Voilà, c'est pas parce que deux personnes habitent au même endroit qu'ils ont le même sentiment d'appartenance territoriale. Et puis il y a le mot territoire lui-même, qui est plutôt un terme politico-administratif, alors qu'on pourrait, évidemment c'est le terme qui s'impose aujourd'hui, mais on pourrait parler de milieu de vie. Voilà, parce qu'en fait, le territoire subjectif, c'est auquel on est attaché d'un point de vue au niveau des valeurs, au niveau des sentiments, des affects, du paysage auquel on est attaché, des odeurs, tout ça, c'est plutôt le milieu de vie, c'est pas tellement le territoire. Et ensuite, il y a l'emboîtement, il y a l'échelle de territoire, bien sûr. Il n'y a pas d'échelle de territoire, ça va d'une maison au monde entier, quoi. C'est ce qu'on dit des territoires de projet, quoi. Mais il y a aussi beaucoup de questions. La gouvernance, bien sûr, là le terme voilà, interne, démocratique, la question de la co-construction a été beaucoup abordée. Et à l'intérieur, voilà, la relation avec les élus, la relation avec les services techniques, avec les administrations, et finalement avec ceux dont on parle toujours mais qu'on entend rarement, les bénéficiaires ou les citoyens, la population. Ça, je peux dire, bon, dans le cadre de mes activités, de mon travail, au CNAM, donc j'ai organisé une formation de niveau master professionnel avec des personnes comme vous et moi, c'est-à-dire qui travaillent en cours d'emploi, qui ont entre 25 et plus de 60 ans. Et je vois bien que dans les travaux qui sont rendus, on ne parle que des personnes, mais les travaux de terrain mettent plus souvent en avant les professionnels ou les bénévoles engagés, les administrateurs, voire les partenaires, et assez rarement, j'exagère en disant ça, en tout cas le terrain entre guillemets le plus difficile, alors qu'on est dans le cadre de recherche-action, eh bien ce sont les personnes qui sont les premières intéressées. Donc ça, je crois que c'est vraiment une question fondamentale qu'on doit dépasser. Alors voilà, ça je coche, fait. Mais voilà, j'ai pas le sentiment de... Simplement, voilà, c'est une espèce de synthèse d'interrogations que j'ai entendues, il y en a bien d'autres. Mais du coup, ce que j'ai vraiment réfléchi après, je me suis dit, vous avez commencé un travail. Je pense qu'aujourd'hui, un travail a été démarré, mais il n'est pas achevé. Et dans ce qui a été énoncé, ce qui a été écrit dans les différents groupes, travaillés, il y a déjà on peut dire, des connaissances qui peuvent être partagées. Et puis il y a aussi des savoirs d'expérience qui demandent à être discutés et à être élaborés pour pouvoir être compris et éventuellement transmis, partagés. Et donc, je me demande si, compte tenu de la richesse du travail effectué, vous ne devriez pas continuer, après cette journée,
à vous mettre un peu dans une posture de poursuite de ce travail, donc de recherche-action. Alors, je fais comme si vous n'aviez rien à faire de vos journées, bien sûr. Donc, je vois tout de suite, je sais très bien que vous travaillez énormément et que c'est pas facile, mais essayons d'imaginer que vous continuez de vous mettre dans cette posture dans laquelle vous avez été pendant les ateliers, mais que vous poursuiviez dans le cadre de votre activité, pas tout le temps, mais de temps en temps à vous dire, tiens, est-ce que ça m'amène à dire quelque chose sur la richesse, ou sur les territoires, ou sur les besoins, ou voilà. Puis, donc, on peut dire, nourrir les questionnements qui ont été à l'œuvre aujourd'hui par la confrontation à des situations que vous vivez quotidiennement, mais auxquelles vous ne pensez pas. À ce moment-là, on n'est pas tout le temps en train de se dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que je le note, etc. Mais parfois, ça vaut la peine quand même. Donc, je me demande si, c'est une suggestion que je fais, est-ce que vous ne pourriez pas prolonger la posture dans laquelle vous êtes aujourd'hui à certains moments de votre activité, de façon à enrichir les réponses, à continuer à accumuler des savoirs, et ensuite à les travailler. C'est-à-dire qu'on a vu, je crois, dans les groupes que même le terme de besoin, par exemple, on aurait pu passer la journée, on n'aurait pas avancé beaucoup en fait, on aurait eu des idées, quoi. Mais en fait, il y a des bouquins, il y a le CNRTL, qui est un site très bien pour trouver des définitions approfondies, qui font au-delà du Larousse. Eh bien, le terme de besoin, de co-construction, de territoire, si on va chercher un petit peu, donc selon une démarche plutôt cette fois à partir de la théorie, quoi, de conceptualisation, eh bien, on va avancer sur ces questions-là. Et vous voyez, on peut avancer très vite, en fait, quand on est 70, on peut avancer très vite, parce que si on a un site, si on arrive à trouver les moyens d'échanger nos informations, à bien structurer les échanges, eh bien, voilà, quoi, on avance à la fois sur la construction des concepts, donc on se met les idées au clair. La prochaine fois qu'on se voit ou quand on échange, on sait de quoi on parle, parce que sinon on ne sait pas. Voilà. Et puis du coup, ça permet que les savoirs expérientiels qui sont énoncés par ailleurs deviennent des connaissances transmissibles, parce qu'on les a conceptualisées. Donc je pense franchement que on pourrait imaginer, alors évidemment moi je repars tout à l'heure, donc c'est pas difficile pour moi de dire ça, mais quand même je pense que plutôt que ce soit juste un coup comme ça, une journée qui est passionnante, sympathique, enfin tout est bien, quoi, il n'y a rien à redire. Mais ce serait dommage de ne pas, déjà il faut qu'il y ait un compte rendu bien le plus exhaustif possible qui soit fait, et puis après peut-être en gardant la même constitution de groupe, etc., que vous puissiez prolonger la réflexion, voilà, et l'élever, et puis après trouver des moyens d'échanger peut-être avec d'autres, etc. Je vous propose tout simplement de mettre en place une petite université coopérative, saisonnière et itinérante, parce qu'on peut se retrouver à Quimper ou à l'autre bout de la Bretagne. Voilà, donc voilà, c'est une proposition, voilà, ça n'engage que moi. Et l'esprit dans lequel ça peut être fait, alors là, je ne peux que penser à Charles Fourier, donc l'inventeur du phalanstère, qui n'a jamais existé, bien sûr, c'était que dans sa tête, mais quand même, il a donné des idées que beaucoup de coopérateurs ont repris, en particulier Gaudin, bien sûr, avec le ministère de Guise, mais bien d'autres, à peu près partout, en tout cas dans beaucoup de pays du monde. Et vous savez, le cœur du phalanstère, c'était la cuisine. C'était parce que l'activité principale, il appelait ça la gastrosophie, parce qu'il inventait les mots. Évidemment, puisque ce qu'il écrivait, c'était un monde qui n'existait pas encore. Donc les mots pour en parler n'existaient pas non plus. Donc il était bien obligé de les inventer. Et donc il disait en fait, qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Voilà, il disait, c'est le plaisir composé. C'est-à-dire que, je vous prends l'exemple, si vous faites un bon repas avec des gens dont vous appréciez modérément la compagnie, c'est ce qu'il appelle le plaisir simple, celui de la gastrosophie. Si vous faites un repas avec des amis, mais qui n'est pas terrible, au niveau organoleptique ou gustatif, eh bien, vous allez avoir le plaisir simple de l'amitié. Mais si vous faites un bon repas avec des amis, c'est le bonheur. Voilà. Et on peut le dire pour le travail. Si vous faites le travail qui vous plaît avec des gens que vous auriez choisis si vous aviez pu les choisir, c'est le bonheur. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Et je pense que concernant le développement d'une pensée associative et d'une pensée et d'une pratique qui transforme vraiment le monde, voilà, on le fait, mais face aux enjeux
face aux enjeux qu'on a aujourd'hui, il faut bien qu'on avance, qu'on aille plus loin. Eh bien, je crois que pour avancer, il faut avoir deux plaisirs conjugués, pour avoir le plaisir composé dont parle Fourier. C'est la pratique, l'action, faire ensemble, c'est ce qu'on fait finalement, c'est faire ensemble. Et puis c'est la réflexion sur ce qu'on fait ensemble, c'est-à-dire la pensée, l'exercice de la pensée. Nous sommes tous des acteurs qui agissons, on a besoin d'agir, on a besoin de dépenser notre énergie corporelle, et puis on a aussi on a cette particularité de réfléchir, la capacité de réfléchir. Donc je crois qu'on s'accomplit lorsque on met en relation l'action et la réflexion, et vous voyez que en fait on réfléchit ce qu'on fait, qu'on centre les questions qu'on se pose sur ce qu'on peut faire. C'est très stoïcien, vous savez, savoir ne pas vouloir faire ne pas vouloir agir sur ce sur quoi on ne peut pas agir, et agir là où on peut agir, et savoir distinguer l'un de l'autre. Marc Aurèle. Je vous remercie.